Bienvenue pour le 3e volet de mon histoire de France. Petit résumé de la chronologie précédente qui commence de 1350 avant Jésus-Christ pour aller à 630 avant Jésus-Christ. Donc on commençait par le début de la période des champs d'urnes et la colonisation de la future Gaule par les Celtes. Puis l'âge de bronze et l'âge de fer. Ensuite la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Puis les débuts de l'influence celte avec la colonisation des Rhodiens en Méditerranée de la Gaule. Puis la naissance d'Ambigatos, le roi des Biturges. Et l'ouverture au commerce entre les Celtes et les peuples méditerranéens, notamment les Étrusques, en 630 avant Jésus-Christ. Il se peut que la mémoire gauloise soit plus vivante qu'on ne le croit, parce qu'elle se retrouve dans notre inconscient collectif, puisque nombre de nos ancêtres étaient gaulois. Pourtant, on les a longtemps occultés, parce qu'ils ne relevaient pas de la culture latine. Ils ont laissé des vestiges, mais presque aucun écrit. Alors qu'ils connaissaient l'écriture, ils utilisaient l'alphabet grec, l'écriture étrusque ou romaine, et l'écriture ogamique. Ce sont leurs ennemis méditerranéens qui nous parlent d'eux. Les comprennent-ils? Sont-ils justes envers eux? Les Gaulois ont été victimes de près de 15 siècles d'occultation, presque totale. Et parmi les thèmes que je voulais développer dans ces vidéos, c'est le sujet de l'inconscient collectif, comme je l'ai abordé juste avant. Mais pour bien comprendre ce qu'est l'inconscient collectif, eh bien, il faut en connaître la définition. Et c'est ce que nous allons aborder. L'inconscient collectif, définition. Qu'est-ce que l'inconscient collectif ? Quelle différence avec l'imaginaire collectif? Quelques exemples. L'inconscient collectif est un concept créé par Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique, pour désigner un imaginaire commun aux membres d'un même groupe social. Rappelons qu'en psychologie, l'inconscient est l'ensemble des phénomènes psychiques qui échappent à notre conscience. Ce sont les instincts, les pulsions refoulées, les préjugés, les automatismes, les règles intériorisées, la morale, etc. L'inconscient ne connaît ni l'analyse, ni la réflexion, il est spontané et impulsif. Il y aurait donc un inconscient individuel et un inconscient collectif, plus profond et plus ancré dans la psyché. Ce dernier aurait la faculté de se reproduire et de perdurer dans la société, apparaissant sous différentes formes. Du fait de son caractère transpersonnel, le concept d'inconscient collectif relève autant de la psychologie que de la sociologie, de la philosophie ou de la métaphysique. On peut aussi le rattacher à la spiritualité. Il serait alors une sorte de mémoire universelle, permettant à l'homme d'entrer en contact avec lui-même, mais aussi avec l'âme du monde, en tant qu'unité organique pensante. Tentons une définition de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif représente la partie transpersonnelle de notre inconscient. Contrairement à l'inconscient personnel, l'inconscient collectif ne comporte pas de pulsions refoulées. Il ne véhicule aucun antagonisme intérieur. Il est neutre. Il touche même à l'harmonie universelle. L'inconscient collectif est l'inconscient partagé entre les individus d'un même groupe social. C'est un ensemble de représentations, d'idées et d'images communes à un groupe humain, transmises de génération en génération. L'inconscient collectif plonge ses racines dans les temps immémoriaux. C'est la raison pour laquelle Carl Gustav Jung parle d'un inconscient archaïque, comme socle de l'inconscience collective. Ainsi, chaque individu serait l'héritier d'une longue chaîne de souvenirs inconscientes, formant la mémoire de l'espèce.
Cet héritage provient de l'évolution génétique, mais aussi de la culture dans laquelle baigne l'individu elle-même, le résultat des différents épisodes de l'histoire humaine. Cette culture innée, intériorisée, est au cœur du concept de l'inconscient collectif. Ce que contient l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est constitué de l'instinct partagé, la peur, la survie, la transmission, etc. Une forme de mémoire et d'expérience accumulée au fil des générations, de croyances et d'idéologies ancrées dans le passé et largement partagées, d'un imaginaire collectif qui offre une certaine interprétation du monde, une certaine vision de la réalité. À ce titre, l'inconscient collectif est proche de la doxa antique, opinion publique et ensemble des préjugés populaires. À remarquer que ces interprétations ou ces préjugés ne sont pas forcément faux, tout dépend de la réalité. Il y a aussi, c'est aussi les stéréotypes, systèmes de pensée, opinions toutes faites. C'est aussi les archétypes, c'est-à-dire les archétypes de personnages, de récits, d'images ou de symboles universels, pouvant apparaître, entre autres, dans les contes, les mythes, les légendes, le folklore, les rites, etc. Ces images archétypales sont profondément inscrites dans notre inconscient. C'est aussi des projections, l'inconscient collectif ayant une influence considérable sur le conscient. Il invite celui-ci à se projeter dans les schémas magiques, mystiques, voire surnaturels. Ainsi, l'inconscient collectif est un réservoir d'expériences humaines et d'archétypes qui se manifestent et s'amplifient dans nos pensées, nos raisonnements, nos rêves, nos créations concrètes. Pour le meilleur et pour le pire. Le rapport avec le conscient. L'inconscient collectif dialogue avec le conscient. Il l'influence et le dirige. Jung dit même qu'il le nourrit, le submerge et le renouvelle. Il occupe une place essentielle dans le rapport de l'individu à la réalité. Mais la conscience peut parfois dompter l'inconscient collectif, par exemple par l'étude historique ou l'analyse des mythes et des symboles. Exemple de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif influence nos pensées, nos rêves, notre imagination, nos opinions. Il inspire les arts et la littérature et sous-tend nos valeurs et nos idéaux. Voici quelques exemples d'inconscient collectif. On a par exemple l'inconscient familial, parfois mis en valeur par des techniques de psychogénéalogie. Vous avez l'inconscient lié à l'ethnie ou au groupe culturel. Vous avez l'instinct de survie du groupe. Vous avez aussi les mythes anciens qui peuvent être définis comme des rêves collectifs, touchant à la fonction, la disparition ou la renaissance des sociétés humaines. Vous avez le souvenir des civilisations disparues, pouvant par exemple conduire à la peur de l'effondrement. Vous avez le souvenir des drames nationaux, par exemple en France, la débâcle de 1940. Vous avez le souvenir de drames ayant marqué l'humanité tout entière, comme les 2 guerres mondiales ou la Shoah. Vous avez le désir de voir arriver un leader charismatique, dû au souvenir des grands hommes. Vous avez l'instinct de révolte ou de libération. Vous avez les fantasmes collectifs, par exemple les croyances menant à la peur de l'autre. La nostalgie du passé aussi, tout ce qui est image d'Épinal, roman national, qui ont aussi leur utilité. Vous avez les croyances en des phénomènes occultes et surnaturels, extraterrestres, reptiliens, sorcières, diables, enfer, légendes urbaines, ou théories du complot, etc. En conclusion, le concept d'inconscient collectif éclaire les pensées et les réactions de l'individu dans toute sa dimension sociale. Il est important de visiter cet inconscient, de le décortiquer pour comprendre le rôle qu'il joue dans notre rapport à la réalité. C'est ainsi que nous pourrons nous détacher des stéréotypes qui déforment nos perceptions.
Cependant, le concept d'inconscient collectif reste difficile à cerner. Il semble qu'il n'y ait pas un inconscient collectif, mais des inconscients partagés à différents niveaux. Famille, communauté, nation, espèce humaine. De plus, l'inconscient collectif se rapproche de la notion de culture au sens anthropologique, c'est-à-dire l'ensemble des éléments communs à un groupe social, art, usage, mode de socialisation, valeurs communes, idéologie, pratiques sociales et économiques. Ainsi, l'inconscient collectif ne serait rien d'autre que la culture intériorisée, si évidente qu'elle est invisible aux yeux de celui qui l'incarne. Enfin, il faut relativiser le poids de l'inconscient collectif dans le fonctionnement de l'individu, ce dernier étant largement dominé par son propre inconscient, constitué de pulsions refoulées et de règles intériorisées. Chacun développe sa propre personnalité, son propre rapport à sa culture d'origine et à la société. La psychologie doit rester la science de la connaissance de l'individu et non le moyen d'explorer une âme du monde qui reste bien difficile à définir. Il y a une autre définition qui peut s'accompagner. Il s'agit de la lecture inconsciente des rapports émancipatifs, où chacun se situe au niveau des secrets de famille. Bien sûr, les gens sont souvent regroupés en fonction de leur proximité à ce niveau. Tout ou presque. C'est au niveau inconscient. Voilà, pour le sujet de l'inconscient collectif. On va s'arrêter là. Pour ce sujet-là, on va revenir à la formation de la Gaule. J'essaierai de développer un peu plus dans les prochaines vidéos ces sujets de l'inconscient collectif. Alors, avant de revenir dans l'histoire de la Gaule, si on suit notre chronologie, je suis obligé de passer par l'Italie. Nous allons parler, alors comme vous savez, Rome est une monarchie, et parmi ses rois, parmi ses 7 rois, il y a Tarquin l'Ancien. Alors pourquoi je parle de lui? Tout simplement parce que Tarquin l'Ancien aura une certaine influence indirecte dans l'histoire de la Gaule, avec la fondation de Massalia. Les rois de Rome sont intéressants à suivre. Je ferai une vidéo spécialement sur la monarchie romaine. Mais là, je parle juste du personnage principal qui est lié à l'histoire de la Gaule, Tarquin l'Ancien. Si on suit la chronologie de mes vidéos, donc Tarquin l'Ancien qui a régné de 616 à 578 avant Jésus-Christ, pendant 38 ans, il était roi de Rome. C'est un Étrusque. Tous les rois de Rome n'ont pas été des Étrusques. Mais ça, je ferai une vidéo spécialement sur les rois de Rome qui est assez intéressant. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Revenons à l'histoire de la Gaule. Bien, nous allons revenir à notre histoire de Gaule. Et en rappelant que nous sommes toujours dans la période pré-Massalia. La fondation de Marseille étant un jalon important dans l'histoire de la Gaule, mais il n'y est pas encore. Dans cette période pré-Massalia, on a toujours nos différents acteurs de cette histoire, les Étrusques, les Celtes, les Grecs et les Ligures. Eh bien, nous allons parler de ces derniers, les Ligures. Les Ligures ont été un peuple qui vivait dans le sud de la Gaule et qui a été plus influencé qu'influenceur. Ils ont été influencés par nos différents acteurs de la Gaule, c'est-à-dire les Étrusques, les Grecs et les Celtes, mais surtout les Celtes et les Grecs, parce que les Étrusques ont été seulement une influence commerciale. Les Celtes en termes de population, de civilisation, et les Grecs en termes de culture, qui ont apporté et façonné la région. Qui étaient les Ligures? Un peuple antique, communautaire et matriarcal du sud de l'Europe. Les Ligures sont un peuple ancien, réfugié dans les Alpes et en Italie du fait des migrations ou invasions celtes. Mais son existence, qui date de bien avant,
et même pré-néolithique. Les grottes en Italie le démontrent. En tout cas, les Ligures sont attestées depuis l'époque préhistorique. On voit des vestiges dans des grottes paléolithiques et dans certains coins de l'Italie. On retrouve des statues stèles de pierre provenant de la Lunigiana, depuis avant la conquête romaine, avec des nécropoles du 5e siècle avant Jésus-Christ qui se trouvent à Gênes. Les écrits concernant les Ligures les voient comme un peuple alpin protohistorique, sans écriture, ayant vécu à l'âge de fer, dont il ne nous reste d'eux que des traces écrites en grec ou en latin, quelques sites archéologiques et la toponymie. Mais s'ils sont montagnards, c'est parce que les Celtes les ont contraints à se réfugier sur les hauteurs. Les Ligures étaient les seuls habitants indo-européens au sud des Alpes et ses rivages méditerranéennes. La puissance ligure qui contrôle le passage des Alpes méridionales et engendre parfois une piraterie maritime qui est connue dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Ligures sont nommés Ligives en grec et Ligure issu du ligues en latin. Le mot Ligure est probablement d'origine grecque. Certains historiens y ont vu la transposition d'un nom d'un peuple d'Asie. L'hypothèse de l'existence d'une racine indigène, liga, signifiant marée. Le mot peut être issu du grec ligi, qui signifierait au perché. Ligure signifierait alors les braillards. Une autre explication est que le terme viendrait de la façon dont ils situaient leur village au sommet de collines dominantes une plaine environnante. Il reste de nombreux villages perchés de ce type dans tout le sud-est de la France, comme Bornes-Mimosa, associé à la tribu ligure des Bormani, Cogalin, Ramactuel, etc. En fait, si on voulait s'amuser un peu, on aurait pu les appeler les braillards au perché venus des marais. En fait, nous ne connaissons pas le nom qu'ils se donnaient entre eux. Le terme ligure, comme je l'ai dit, est le nom que leur donnaient les Grecs. Le mot ligure était issu du grec ligi, qui signifierait au perché. Ils ont vécu en haut de petits sommets montagneux, mais d'autres auteurs attribuent ce nom à Lige, c'est-à-dire la Loire, puisque les Ligures occupaient alors tout le sud de la Loire. Il y avait probablement des Ligures ou des peuples à l'origine des Ligures dans toute l'Europe de l'Ouest, et pas seulement dans les montagnes des Alpes, avant qu'arrivent les Celtes eux-mêmes, poussés par d'autres migrations et invasions de l'Est et du Nord. Certains peuples ligures se sont mêlés aux Celtes et sont devenus celto-ligures. D'autres en Espagne se sont mêlés aux Ibères, donnant les peuples ibéro-ligures. Les celto-ligures et les ibéro-ligures, contrairement aux ligures originelles, ont connu la division en classes sociales, le patriarcat, et se sont orientés vers un État. Mais d'autres ont conservé les anciennes caractéristiques de la vieille société ligure. Tous les témoignages confirment l'ancienneté de ce peuple européen antique et le fait qu'à l'origine il n'était pas divisé en classes sociales et que les hommes ne dominaient pas les femmes. Les Ligures obéissaient à un ordre de type gentilis matriarcal, comme le révèlent les auteurs italiens multiples. Tous révèlent le caractère communautaire de la société et le matriarcat dominant. Ces deux propriétés caractéristiques de la vieille société ligure avaient déjà été remarquées dès les auteurs antiques. À cause de leurs longs cheveux, nos Ligures portèrent aussi le nom de Capillati
ou Comati. Ce furent d'abord des peuples de pasteurs en petit nombre, vivant essentiellement de la chasse, de la pêche et de l'élevage de troupeaux, et changeant périodiquement de lieu d'habitation pour trouver de meilleurs pâturages. Le plus ancien de la tribu faisait office de roi ou pontife, et sa houlette, un peu plus grande ou mieux façonnée, devint le signe de son autorité. De là est né le sceptre, la crosse, le bâton de viguier ou le bâton de maréchal. Ces premières peuplades, les Ligures, vivaient par famille ou par tribus, isolées, sans agglomération de maisons, les uns dans les bois, d'autres sous de misérables huttes, ou dans des rochers et recherchant de préférence à proximité de sources ou de cours d'eau. Ils montaient en général les troupeaux dans les montagnes dès la fonte des neiges, afin de profiter de l'excellence des pâturages. Et l'hiver redescendaient dans les vallées. Leur vie s'écoulait ainsi paisiblement pendant plusieurs siècles, les familles se multipliant, les peuplades s'agrandissant, ceci sans grand changement jusqu'à l'arrivée des premiers colons phéniciens et grecs. Florus nous donne une excellente description de ces Ligures. Laissons-lui la parole. Les Ligures sont durs, laborieux et sobres. Ils ne vivent que de laitage et de fruits de leurs troupeaux. Les femmes y partagent tous les travaux de leurs maris. Ils sont infatigables à la guerre. Remuants par caractère, ils n'ont pas de cavalerie à cause des escarpements du pays et du manque de fourrage. Ils se servent de petits boucliers à la manière des Grecs. Leurs javelots sont en bois de houx. Ils sont très habiles tireurs à l'arc et dès leur bas âge exercés à cet art. Il ne leur faut presque rien pour se nourrir. Comme ils habitent un sol âpre, stérile, rocailleux et couvert de bois, ils récoltent peu de fruits et de blé, tandis que les uns sont à la chasse et soignent les troupeaux, d'autres fendent les rochers et extraient les pierres dont ils font des murs de soutènement. C'est là-dessus qu'ils ramassent quelques terres végétales pour la cultiver. Les ancêtres de nos restanques. Ils n'obtiennent quelques récoltes qu'à force de bras. De ce terrain où ils l'ont ne peut piocher sans rencontrer la roche vive. La frugalité de leur vie, jointe à cet exercice pénible et continuel, les rend secs, maigres, nerveux, mais robustes. L'habitude qu'ils ont de marcher dans les collines pierreuses les rend agiles à la course. Comme tous les montagnards, ils sont braves et jaloux de leur liberté. Peu s'abritent sous des maisons. Ils couchent presque sur la terre nue. L'étude de la toponymie a révélé la présence d'éléments ligures dans le sud des Alpes et le nord-ouest des Apennins, à savoir la vallée d'Aoste. Dans le Piémont, la Toscane, l'Ombrie, le Latium, ainsi qu'en Languedoc et en Roussillon, et certaines parties de la péninsule ibérique. C'est également le cas de la Sicile, de la vallée du Rhône et en Corse. Certaines racines, comme Alpes, dont la signification semble être hauteur, se retrouvent dans la toponymie ligure. Alpes, Albe, Albin, Timilium, Albingomum, mais aussi dans l'Italie tyrrhénienne, en Étrurie, comme fleuve Albinia. Dans le Lazio, Alba Longa, chez les Équesses, Alba Fucen, en Lucanie, Mont Alburnus. Il y a aussi les noms de régions, de villes ou de villages d'origine ligure. Par exemple, les noms se terminant en osque, comme Manosque, Griasque, Turbiasque, Monégasque.
Les Ligures dans le sud-est ont donné des mots comme gave, chamois, chalet ou luge. À l'âge de bronze, les Ligures qui vivaient dans l'actuelle Provença et les régions alpines, et peut-être au-delà, avant de reculer devant les Celtes, fonctionnaient très certainement sur la base du communisme primitif et du matriarcat. Donc on peut en conclure que le communisme primitif, ou même le communisme actuel, et le matriarcat à l'époque, c'est-à-dire le féminisme d'aujourd'hui, seraient des concepts primitifs. Alors que le patriarcat des Celtes serait synonyme de progrès. Ils vont être contents, les gauchistes et les féministes de notre époque. Il est vraisemblable que tous les noms de lieux modernes ou du Moyen-Âge terminés en Asco, Asca, Aschi, Usco, Usca, Osco, Osca sont d'origine ligurienne. Ces noms se rencontrent en grande quantité non seulement dans la Ligurie proprement dite, mais encore dans d'autres régions où les textes des autres anciens attestent l'existence des Ligures. Nous les trouverons non seulement dans le nord de l'Italie, mais aussi en Suisse, ainsi que dans le bassin du Danube et du Rhin. Voilà pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas finir par une chronologie, puisqu'on n'a pas assez avancé dans le temps. J'ai pas mal insisté sur l'inconscient collectif et puis les Ligures. Et je vais terminer par une sorte de fiche technique sur les Ligures. Donc, les Ligures. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'origine, ils viennent d'un peuple qui vivait dans toute l'Europe de l'Ouest. Leur apparition vient du néolithique. Les Ligures vivaient essentiellement au sud de la Loire. Ils vivaient dans une société sans classe, matriarcale, où ils pratiquaient une sorte de communisme primitif et communautaire. Puis vinrent l'arrivée des Grecs, des Phéniciens, des Étrusques et des Celtes, qui eux vivaient dans des sociétés de classe patriarcale plus ou moins modérées. Je vois par exemple les Celtes, eux, avaient développé un patriarcal modéré. Au début, ils étaient un peu comme les Ligures. Ils avaient développé une société agraire et égalitaire. Mais avec le temps, ils ont évolué. Ils ont adopté une société de classe qui était patriarcale, mais assez modérée. Les femmes avaient des droits de propriété, elles avaient le droit de divorcer. Elles pouvaient même être des guerrières, des chefs de guerre. Je vois par exemple dans l'actuelle Angleterre, dans la tribu des Icénies, à l'époque au début de la domination romaine, vous avez le personnage de Boudica qui s'était révolté contre la domination romaine, qui avait violé ses 2 filles. Donc le patriarcat chez les Celtes était assez modéré. Avec l'arrivée des Celtes et des autres, les Ligures vivaient dans le pourtour méditerranéen de Gaule, du nord de l'Italie et aussi un peu d'Espagne, et commencèrent pour certains à se réfugier dans les montagnes, où ils purent préserver leur société originelle. Et plus les Celtes avançaient, plus ils ont fractionné la société ligure, et ils ont fractionné la société ligure en 3 catégories de population. Et donc parmi ces 3 branches de la population ligure, vous avez les Ibéro-Ligures, qui vivaient dans une société de classe patriarcale orientée vers un État. Vous avez les Celto-Ligures, société de classe patriarcale modérée orientée vers un État. Et les Ligures originelles, qui se sont réfugiés dans la montagne, qui ont continué à favoriser leur société sans classe, matriarcale, sans État et communautaire. Voilà, cette 3e vidéo de la formation de la Gaule est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était plus longue que d'habitude. Et je vais continuer dans la lancée. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier, je vous remercie.
abonnez-vous, et puis j'espère atteindre les 200 abonnés d'ici avec cette vidéo. Et pour des projets futurs, car j'ai des idées en tête pour développer cette chaîne, mais pour ça j'ai besoin de multiplier mes abonnés. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à la prochaine.